Bonjour, je m'appelle Jenna, merci d'écouter Nova Trans. J'ai eu la joie de croiser Ramona dans une réunion associative Transfemme et l'idée d'enregistrer avec elle s'est imposée, pas seulement parce qu'elle allait rapidement partir loin, mais aussi pour toutes les questions politiques soulevées par son parcours et comme souvent pour les personnes trans, par sa simple existence. C'est parti ? Ok. Bonjour Ramona. Bonjour. Quand est-ce que tu as découvert le concept de transidentité ? Le concept de transidentité, je pense que ça me venu dans les différents scénarios et les différents niveaux de clarté. Je pense que quand j'étais très très jeune, j'ai vu un peu ces genres de personnes trans dans les films ou dans les scénarios de Los Angeles, dans la rue, prostitution, des personnes noires avec des perruques ou quoi. Et j'ai des souvenirs assez vagues de ça, mais j'ai l'impression d'avoir senti un peu une sorte de reconnaissance de ces personnes en mode ok, ces personnes existent. Ouais. Et après, c'était en 2008, 2009, je pense que... Non, c'était en 2008 que je commençais à avoir des personnes dans mes entourages, Oui. dans les milieux queer, anarchistes, queer, féministes, notamment à Nouvelle-Orléans, que j'ai commencé à avoir des personnes qui étaient trans sans forcément remarquer que c'était des personnes trans. Oui. Et petit à petit, ça a un peu mélangé avec les différentes expressions de genre et du queerness, etc. Et je pense qu'en 2010, ça a devenu plus clair. Et après, c'était en 2013 que moi, je me suis dit moi-même que je suis pas un garçon. Et quand même, avec toutes ces évolutions de clarté, etc., je pense que de voir des personnes, si je peux dire comme ça, des personnes qui étaient blanches, qui étaient pas forcément, qui me rassemblaient pas forcément, j'ai trouvé que toujours c'était un peu, ok, ces personnes sont comme ça. Et je pense que c'était quand j'ai vu la série Pause. Ok. Et que j'avais vu India Moore en tant que Angel Evangelista, où j'ai dit oh! Et ça me fait beaucoup comprendre des choses que j'étais là, genre mais attends est-ce que c'est possible que c'est ça? Et ça a évoqué encore de réflexion, et ça c'était en 2016-2017 et c'était en 2019, la première fois que j'étais en Albanie, le pays, et quelqu'un m'a demandé est-ce que tu es une femme ou un homme, et j'ai dit je suis une femme, et que ça a un peu lancé la réalité de, en fait, binarité. Et ta réponse, elle était genre spontanée, t'as pas eu besoin de réfléchir, c'est sorti comme ça. Ouais, c'est ça. Et ça m'a un peu étonnée parce que j'ai pas attendu ça sortir. Oui. Et ça a sorti comme ça. Et puis quand j'étais en France en 2021, c'était un peu, ok, on va faire un tour de pronom, prénom, pronom. Et j'étais genre, ok, du coup là, je dois encore prendre une décision. Oui. Je suis elle. Et je pense que c'était en 2022 où il y avait un pote qui a un peu cloqué. Moi, j'étais pas du tout transitionnée. Enfin, apparemment, oui, j'avais fait tellement de... J'étais toujours une personne qui apportait des choses un peu androgynes. En fait, j'ai commencé à porter des vêtements de femme depuis que j'avais 16 ou 17 ans. Mais des choses comme des jeans, ou juste parce que je suis une petite taille. Oui. Et du coup, je trouve que cette personne a compris. Je ne sais pas comment lui, elle a compris, mais c'était une personne transmasque.
qui était là, genre, ok, cette personne est trans. On a parlé autour d'un café et il était là, genre, mais pourquoi tu ne vas pas au spot parler avec Dr. Yannick et commencer à prendre des hormones? Et j'ai dit, ok, je vais essayer. Et j'ai vu Dr. Yannick et j'ai commencé, c'était en mars qu'on a eu le premier rendez-vous, en avril. J'étais prescrit l'ordonnance pour prendre le gel hormones et le premier jour, j'ai pris avec une copine. Elle m'a accompagnée et j'étais là, genre, ok, bah, je crois que c'est ça en fait. Genre, ça me sent correct, c'est beau. Ça correspond. Voilà. T'avais quel âge? Ça, j'avais déjà, je pense que j'avais déjà 37. Ouais. C'était en 2000. Et du coup, ça est vraiment une parcours. Quand je parle de 2008-2009, j'avais 24. Mhm. Et moi, je me souviens des choses que j'ai remarquées quand j'avais 8 ou 9 ans, qu'aujourd'hui, j'ai dit, ah ben, c'est un peu de dysphorie, ça, en fait. Oui. Mais j'avais pas du tout, voilà, les représentations, les connaissances de... C'est pas un concept, mais de cette réalité. Tu t'es repassé un peu toute l'histoire de ta vie avec ce nouveau prisme pour voir... Oui. Ouais. Plusieurs fois. Et chaque fois, oui, ça dévoile des choses. Est-ce que tu as fait un coming out à tes proches? Récemment, j'ai fait un coming out avec mes parents. J'avais pas parlé avec eux pendant presque 10 ans. Et j'avais pas vu pendant plus que 13 ans. Et je me souviens une fois, j'avais écrit par mail en 2018 ou quelque chose comme ça. En 2019, j'ai dit, papa, je préfère si tu m'appelles Ramona en fait. Et il a dit, mais t'es trans? Et j'ai dit, je peux pas parler de ça par mail. Après, on a arrêté de parler. Et récemment, il y avait ma soeur qui a dit, ben, Ramona est non-binaire. Et elle, genre, utilise they, them pronouns. Et après, on a parlé par téléphone et j'ai m'exprimé en plus de détails. Et moi, j'étais un peu impressionnée à quel point que à la fin de conversation, ma maman était là, genre, but she, et j'étais là, ah waouh, ça me touchait beaucoup que tous les deux ont accepté et essayé de comprendre et plutôt compris que j'étais trans. Mais en 2009, non, c'était en 2010, j'avais déjà dit à eux que je suis bi. Et je pense en 2013, par exemple, quand j'avais dit à mes amis en France que j'étais pas un garçon. Et, c'est des sortes de coming out aussi. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de d'où tu viens, parcours, ta famille, etc. Moi, je viens comment dire, ma grand-mère était haïtienne, noire. Elle est venue d'Haïti, elle a se déplacé, aller aux États-Unis quand elle était dans ses trentaines. Et mon grand-père est de Philippines. Et du coup, avec ma grand-mère, ma mère était née en Baltimore, aux États-Unis. Mon père était né en Porto Rico. Il a voyagé beaucoup parce que son père était en chef cuisine dans le militaire. Du coup, il a vécu en Allemagne et la France avant d'être stationné à côté de Washington DC aux États-Unis. Du coup, au niveau de ce sens-là, je pense que je viens bien des racines haïtiennes, philippines, portoricaines, mais culturellement aussi une sorte de mélange de toutes ces cultures avec
les parties de culture que mon père a appris de l'Europe et aussi les États-Unis, que ma mère a appris à Baltimore en grandissant pendant toutes les, luttes de civile, inclusion civile aux États-Unis, Civil Rights Movement, Dr. Martin Luther King et tout ça. Et puis moi j'étais née en Arizona, aux États-Unis, et on était une famille des témoins de Jéhovah. Ok. Et que ça a beaucoup fait partie de l'accès que j'avais aux cultures queer, c'était interdit de même, je me souviens comment il s'appelle, George Michael, Ok. c'était un chanteur gay, je pense qu'il est américain, peut-être Oui. anglais, et j'étais interdit de voir son music video par exemple. Ok. Il y a beaucoup des cultures queer au niveau de télévision ou séries ou du film que j'ai pas eux parce que j'étais interdit. Oui. Du coup, j'avais pas trop accès par rapport à ça, mais sinon, on a aussi bougé beaucoup. On a déménagé tous les 2 ans. Et ça fait partie aussi de comment j'ai vécu des différentes cultures et des différentes choses. Et puis, quand j'avais 22 ans, j'étais invitée en tant que musicienne pour faire un concert à la Flèche d'Or à Paris et aussi de faire une tournée avec ma musique. Et du coup, j'ai un peu vécu partout. Ça s'est enchaîné par des concerts en Taïwan et en Chine, en Corée du Sud, en Japon, partout en Europe, en Russie, au Mexique, Canada, Wow. États-Unis, partout. Du coup, ça me enrichissait beaucoup culturellement, mais aussi ça me donnait l'opportunité de poser cette question que j'ai gardée avec moi pendant tous ces voyages, qui était pourquoi je ne suis pas comme les hommes et est-ce que ça existe les hommes comme moi quelque part. Et j'ai cherché, quand j'étais en Taïwan, ou Chine, ou Corée du Sud, au Japon, j'étais là, genre, non. Ils sont pas là non plus. Je suis là, genre, mais je suis pas un homme en fait, je suis pas comme eux non plus. Et ça m'a aidé de passer mes étapes d'interrogation personnelle et mes questionnements d'identité. C'est impressionnant. C'est ouf. Est-ce que tu as fait des étapes de différentes transitions, que ce soit, on a parlé un peu de socialement, mais administrativement, médicalement, des choses dont tu veux parler? Du coup, voilà, je pense que les transitions que j'ai fait en tant que personne, c'était beaucoup les choses intérieures. Au bout d'un moment, c'était aussi des choses un peu par hasard, mais aussi par choix de commencer à porter des choses, mais qui restaient dans le genre pour pas me tromper. Oui. Et au bout d'un moment, c'était au moment que j'ai commencé les hormones. C'était le moment où j'ai dit, ok, je suis trans, je suis une femme. Dans ma tête, j'ai dit direct comme ça, et j'ai dit, bah, il faut faire mon vaginal. Du coup, comme ça, par hasard, j'ai rencontré une fille où j'habitais qui a fait le vaginal. Elle a parlé de comment ça s'est passé. On a pris rendez-vous pour prendre un café et parler de son expérience. Et aussi, ça m'a permis de poser des questions et voir des photos, etc. Et du coup, j'avais un peu décidé que je voulais faire le vaginal. Je me souviens, on était en sorte de road trip avec des personnes racisées l'été de 2022. Et on a fait une pause dans un petit village. On décide de boire un coup dans un PMU. Et il y a une copine qui achète des billets, des tickets de faire des paris PMU pour tout le monde. Et elle dit, ok, si on gagne, on va faire un tour de table. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Et là, c'était mon tour et j'ai dit, je vais faire mon vaginal.
Bon, après, j'avais pas compris qu'en fait, la personne dont j'ai relationné avec avait en fait des héritances et en fait, ça s'est tout arrangé pour que je puisse avoir mon vaginome. Ok. Et du coup, directement après, et ça c'était peut-être en août, en octobre, on a commencé de faire de l'organisation autour de ça, contacter le docteur et tout, et acheter des billets. Et en janvier 2023, j'ai eu le vaginome. Quand tu dis acheter les billets, t'as voyagé pour le faire? Et du coup, j'ai voyagé en Thaïlande pour faire le vaginome. Ok. Et après, je pense que c'était peut-être 9 ou 10 mois après avoir commencé les hormones que j'ai fait ça. Pendant, j'ai dit, ok, bah, il faut changer mon passeport. Et du coup, j'ai changé mon passeport. Ensuite, j'ai changé le sécu social. Ensuite, ça a pris un peu de temps, mais j'ai fait l'acte de naissance. Et avec tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, avec beaucoup de restrictions d'information et restrictions des droits de personnes LGBT et des femmes et des personnes trans-femmes, je me souviens, c'était en mars 2025. J'ai dit, ok, le dernier document il faut faire, c'est mon permis de conduire. Ok. Et du coup, j'ai dit, et c'était vraiment au moment qu'on avait Palestine, on avait Donald Trump qui était en train de faire des choses malades, et j'étais là, j'en sais maintenant ou jamais. Et j'ai regardé, j'ai trouvé un billet aller-retour aux États-Unis pour 400 euros. J'ai lâché, je suis allée corriger mon permis de conduire. Tous les documents sont faits. Et j'ai aussi changé mes comptes bancaires ou des associations professionnelles avec SACEM ou équivalent ASCAP aux États-Unis. J'ai tout fait le plus possible, même mon statut de vote Ouais. et tout. Récemment, il y a eu des directives pour que les passeports qui avaient été changés soient changés de force vers le sexe de naissance. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Mais c'est là où encore j'ai eu la chance parce que dès que j'ai fait en 2023 les corrigements, j'ai 10 ans. Mon passeport, voilà. Du coup, il n'y avait vraiment pas le moyen en fait de changer mon passeport que j'ai. Peut-être. Si tu y retournes, en fait, si tu présentes ton passeport à la douane, il est possible que ne te le rendent pas. Oui. Ouais. C'est possible. Mais ça s'est pas passé quand j'ai fait. Et c'était avant tout ça, du coup. Oui. Voilà. On croise les doigts. Est-ce que tu veux des enfants? J'avais beaucoup pensé à ça. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être... j'étais dans une relation avec une personne que j'aimais beaucoup et on s'aimait beaucoup. Et on a posé la question. C'était une femme, une jeune fille. Et moi, dans cet contexte, j'étais un garçon. Et on a posé la question et j'étais là genre... C'était pas un truc comme oui je veux les enfants, c'est comme ça que j'ai en vision des choses. Alors, vraiment j'étais là genre, je pense qu'elle était un peu pas insultée mais c'était un peu ça a posé des questions aussi. Et pour moi je pense que c'était un truc où j'étais pas prête pour répondre, mais au final avec de réflexion je comprends que j'adore les enfants, absolument. Et dans le monde parfait, j'aimerais bien avoir des enfants, mais moi-même, en tant qu'une personne qui voit les personnes qui disent mais comment est-ce qu'on donne consentement d'être né? Moi, j'ai pas choisi d'être né. J'ai pas envie de vivre dans ce monde. Je pense que je peux pas dans une bonne... je peux pas mettre un enfant sur la planète dans bonne conscience. Je pense que adopter un enfant qui avait vraiment besoin, qui était vraiment là, présent devant moi, ça peut avec plaisir, si les lois permettent, mais de créer un enfant, ça me
je trouve un peu cruel quand même. D'accord. Ouais, honnêtement. Est-ce que ton orientation sexuelle a changé avec ta transition? Je crois que au final, non, mais je pense que ça a beaucoup évoqué pas mal des questions Oui. et de réflexions. Je pense que j'étais toujours pan Mhm. et que j'ai un peu lancé cette découverte quand j'avais déjà 8 ans. Mais je pense que aussi c'était très clair quand j'étais très jeune que j'étais attirée par les filles. Mais en même temps, j'ai commencé à questionner, est-ce que je suis aussi attirée par les garçons? Et ça a évolué au point que, après mon première relation un peu sérieuse dont je viens de parler, j'étais avec une personne lesbienne bi, j'étais avec des mecs cis. J'ai beaucoup exploré. Oui. Même une fois, je ne m'ai pas rendu compte que c'était une personne transbasque et qui était attirée par moi et ça a aussi nourri mes expériences et mes consciences dans les, les aspects dans les identités et aussi de sexualité. Mais je pense que je reste toujours une personne pan, que des fois il y a des mecs qui m'attirent de ouf et vraiment ça se fait un truc de dingue et je suis là genre what the fuck. Ça peut arriver. Qu'est-ce que c'est ta plus grande fierté personnelle? Je pense que ma plus grande fierté, c'est que je continue. Que je continue, même si c'est dur, même si des fois je comprends pas comment je suis en train de continuer. Que je continue et que je reste motivée, intéressée, curieuse et motivée. Et avec tout ça, que ça me rend chanceuse et que je réussis. Et je suis assez fière quand je vois tout que j'ai réussi dans mes circonstances, toute seule. Bien sûr, pas toute seule, avec plein de soutien quand même. Je suis assez fière de ça. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ta carrière musicale? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu as accompli? Avec la musique, c'était un truc que j'avais je pense que j'avais plutôt j'aimais vraiment la musique, j'aimais écouter la musique. J'avais toujours une petite guitare quand j'étais enfant. Et quand j'avais 7-8 ans, il y avait une personne de la congrégation Témoins de Jéhovah qui s'est passée et il avait donné ses guitares à ma famille. Et du coup, j'avais cette guitare. J'étais avec mon père et j'ai essayé de trouver comment jouer un morceau. Et j'ai demandé à mon père parce qu'il jouait de la guitare. Du coup, il écoute et il dit « Ah, c'est un mi, un ra, un do ». Et j'ai dit non, c'est pas ça. Et du coup, j'ai réécouté et j'ai pris note par note pour construire des cordes. Et petit à petit, j'ai beaucoup travaillé l'oreille et je me renseigné, apprendre à jouer la guitare. Et ensuite, pas mal travailler sur les oreilles. Du coup, ça a commencé assez vite. J'étais dans les groupes. On avait joué les concerts. Au bout d'un moment, 17 ans, on était approché par Atlantic Records pour faire des démos. On était inscrits sur l'équivalent Sasson ASCAP. Assez jeune. Et après, le groupe a quitté. Et moi, j'ai commencé mon solo projet qui a me permis de faire tous ces tournages et tout. Aujourd'hui, c'était depuis 2020.
c'était depuis que j'ai commencé à transitionner et avec la chirurgie que j'avais plus le temps ni l'énergie de m'investir. Mais j'avais déjà un peu fait le lien avec un agent à Paris qui fait la musique, fait le synchro, musique pour l'image. Et ça, c'est toujours... j'ai toujours le contact, on est en contact et c'est un truc que j'aime beaucoup de produire, faire des compositions, des mixages, pour présenter ces musiques comme proposition pour des différentes séries, des films, des campagnes de pub ou des choses de la mode ou quoi. Et du coup, ça, c'est une possibilité qui va peut-être venir, mais je suis toujours à la fin de tous ces parcours administratifs et transitions et tout. Est-ce qu'il y a de tes œuvres qu'on peut écouter qui sont disponibles? Je prends le temps de repasser. Oui, d'accord. Et pour voir à quel point que j'ai toujours envie de partager. Oui, je comprends. Est-ce que tu te considères militante? Je me considère dans le sens littéral du mot militante, le fait qu'aux États-Unis, les gens sont militarisés. Ouais. Il y a tellement la présence militaire qu'on connaît les noms des armes, les bombes, les avions, comment ils font, leur stratégie. C'est très, très, très présent dans la culture américaine, en fait, aux États-Unis, américain, en fait. Dans ce sens-là, en tant qu'une personne noire, aussi le fait que mon grand-père, Philippe, il était dans les gangs avec des pistoles et tout. Dans ces sens-là, je me considère militante dans la réalité politique actuelle et aujourd'hui dans ma vie. J'étais aussi souvent dans les milieux militantes. Je pense que j'ai jamais complètement accepté ou suivi les codes, tous les codes, mais je suis bien informée par tout ça. Ouais. Et actuellement, je fais toujours beaucoup des réseaux, des liens pour des personnes qui sont en déplacement, qui arrivent en Europe. Aussi parmi des groupes trans-femmes et queer racisés, beaucoup. Du coup, je suis engagée dans les collectifs et dans la lutte. Je fais partie de la lutte. Oui. Moins dans la rue, moins visiblement peut-être. Est-ce qu'il y a un événement qui te rend fière en tant qu'activiste? Quelque chose que tu as accompli ou que vous avez accompli en tant que collectif ou... J'ai fait un groupe WhatsApp pour les personnes trans-femmes racisées, et même si on peut dire que ça s'est planté un peu, il n'y a plus de motivation ou quoi, je pense que tout le monde qui est là quand même, ça fait un point rassurant de savoir qu'on est là. Ouais. Et ça me rend fière en fait. Il y a beaucoup de monde dessus? Je pense qu'aujourd'hui, on doit être... il y avait pas mal de gens qui sont quittés le groupe. Tout le monde a leur vie, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près 70 personnes. Donc, c'est quand même pas mal. Et un autre groupe que j'ai commencé sur WhatsApp pour Sleeping Racisé, pour trouver si on a un avion à Paris ou si on doit aller pour une chirurgie, on a besoin d'être hébergé, ou même des personnes qui disent moi j'ai une maison dans la campagne et moi je vais partir pendant 10 jours ou 15 jours, quelqu'un veut le prendre, entre personnes racisées. Et je suis assez fière aussi de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont me contacté en message privé pour dire merci pour faire ça, vraiment c'est une super initiative et on apprécie beaucoup d'avoir cette ressource, donc ça me rend fière. Sinon je pense qu'en général
je pense que même que je ne fais pas partie de l'organisation, enfin, en fait, dans une manière, je participe, mais je ne suis pas partie de l'organisation principale dans les sortes d'événements centrés aux trans femmes, au niveau de politique, etc. Je pense que ça, c'est un truc qui me rend un peu fière aussi de voir des différentes expériences et pouvoir échanger et rencontrer. Est-ce qu'il y a une grande cause que tu voudrais mettre en avant? Bon, je suis quand même... Apparemment, je suis antispéciste. Je pense que je suis antispéciste. Mais avec ça, je suis assez... J'avais noté, j'avais un peu repassé tout ce que j'ai fait dans la vie et tout. Et qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et j'ai parlé de justice sociale, contre les violences sexuelles, contre les femmes, les enfants, les personnes LGBT. Aussi au niveau de racisme. Je pense qu'une sorte de justice sociale, ouais, je vois pas encore comment je vais me placer là-dedans, mais je pense que si j'avais une passion qui était vraiment pour donner et de give au monde, ça serait plutôt ça, parce que c'est des choses qui me touchent personnellement et qui des choses qui me dégoûtent et qui me dérangent, et je trouve vraiment qu'on a besoin de concentrer sur ces sujets et de se rejoindre sur ces sujets collectivement. Ouais. On va passer à la partie self-care de mes questions. Comment est-ce que tu décrirais ton réseau de soutien? Mon réseau de soutien, je trouve que en tant qu'une personne qui aime faire des réseaux, qui a fait ça depuis jeune âge, qui a compris comment on peut en fait faire les liens et prendre les contacts et faire des réseaux, je pense que j'ai pas mal fait de créer des réseaux où si j'ai besoin des choses, je peux trouver ou je peux demander, où je sais à qui ou quelle association collective de demander pour avoir des soutien. Je trouve que dans la ville où j'habite, c'est moins évident dans les collectifs ou dans la vie quotidienne de trouver de vrais soutiens. D'accord. Je parle d'amitié, de choses humaines comme affection, des relations romantiques ou juste même conviviales et respect, avec un sorte de qui porte et échange de respect. Je trouve que ça manque. Est-ce que tu veux dire dans quelle ville tu habites? Moi, j'habite à Marseille. Ok. C'est pour pas dire rien mal autour de... Non, mais ça peut... On peut te trouver des gens, du coup. Oui. J'habite à Marseille. Ok. Comment est-ce que tu prends soin de toi? Je prends soin de moi. Je pense que la première chose qui était importante, c'était de trouver chez moi. Et là, c'était compliqué parce qu'on a toujours bougé. On a toujours déménagé pendant que j'étais jeune avec ma famille. Héritée, merci. Après, c'était compliqué parce que j'ai beaucoup vécu dans les squats ou des situations qui étaient quand même un peu précaires. Mais au final, je me retrouve dans ma camionnette que j'adore et c'est aménagé et ça me donne beaucoup de confort et ça me donne un lieu safe. Oui. Que quand je rentre chez moi, c'est comme 1000 poids s'enlèvent et que je respire et que je suis remplie de joie
et je sens super. Donc ça, c'est vraiment une première base de care que je me donne moi-même, d'avoir trouvé ça, d'avoir pris ou mis l'énergie pour faire un espace safe pour moi-même. Après, moi, je passe les journées assez chargées. J'ai beaucoup de choses à faire pendant la journée, mais dès que je rentre, comment dire, je commence à vider mon sac, ranger mes affaires. Je vais souvent, c'est pas directement après rentrer chez moi, mais je vais commencer à faire à manger et vraiment juste prendre le temps dans le sens que je suis pas pressée. Ouais. Et je pense au même la manière que je prends soin de comment je stocke mes légumes et commencer à arranger la cuisine, de vraiment juste être présente pendant que je cuisine et que je suis chez moi. Déjà, je pense que ça me recentre un peu. Et après, c'est vraiment de juste... Pour moi, c'est une partie qui est très importante, c'est vraiment de trouver le temps pour moi-même où je peux lâcher toutes les affaires des autres ou tous les autres projets et vraiment me centrer dans mon être. Après, il y a des choses comme la sélection de savons que j'utilise ou des huiles que j'utilise pour ma peau ou de prendre quand même soin de qu'est-ce qu'on va utiliser pour laver les cheveux, les vêtements que je sélectionne. Là, je suis tellement ce genre de geek que j'ai 100% lin. J'adore trouver des choses dans les friperies ou en seconde main de laine ou de angora ou de soie ou de cachemire ou des choses comme ça. Et récemment, j'ai aussi lu un peu comment ces genres de textiles ou de tissus, chaque tissu comporte quand même des sortes d'énergie. Ok. Si on a un truc polyester, par exemple, ou synthétique, c'est un peu mort. Ouais. Et si on a des choses qui viennent de, par exemple, un mouton ou quoi, ça garde quand même des vibrations. Ok. J'en sais rien Okay. Mais je sais que je me sens grave mieux quand je porte ce genre de choses. Et ça me donne une sens de avoir chez moi, autour de moi tout le temps. Même dans la vie. Voilà. Les jours où t'as pas besoin de sortir, ou les jours où t'as prévu de voir personne, est-ce que tu t'habilles? Tu sais que j'ai pensé à ça récemment et je pense que j'ai passé peut-être la première fois depuis que j'ai eu cette chirurgie de vaginaux où j'ai vraiment passé un peu de temps de chiller nu. C'était jamais vraiment mon truc. Je pense que, comme je viens de dire, je trouve quand même beaucoup de confort et reconfort. Avec les matières. Ouais. Mais quand même, je trouve ça aussi un truc que j'aimerais bien apprécier, d'être quand même bien dans ma propre peau. Et je pense que la situation d'habiter en camionnette, un peu dans la rue, c'est pas évident. Ah oui, mais oui. Malheureusement, c'est ça qui aussi... Donc c'est ton habitation principale, ta camionnette. Oui, d'accord. Ouais. Pendant, ça fait 3 ans. Ok. Jour après jour, tout le temps, c'est chez moi. Est-ce que tu te décris heureuse, fière, fatiguée, sereine, autre chose?
Fatiguée. Ok. Je me sens très fatiguée, épuisée, un peu, je sais pas, chamboulée, ça veut dire quoi? Chamboulé, disturbed. Ouais, un peu chamboulée, Ok. un peu chaotique, Ok, un peu paumée. d'accord. Mais tout ça, Dans la confusion. voilà, Ouais. tout ça dans un sort de défaut de survie où je sais quoi faire, Mhm. c'est quoi la prochaine étape. Et du coup, c'est très particulier comme sentiment parce qu'à la fois, on est fatigué, épuisé, on sent bordélique dans la tête, mais on a tellement construit un sort de rythme où on a tellement construit un sort de mode de opération défaut auto-propellé, Pilote automatique. voilà, Ouais. que je suis un peu là en ce moment. Ok. Mm-mm. Mais t'as dit que tu savais quelles étaient les prochaines étapes? Qui fait beaucoup de planning. Ouais. Je suis lune en vierge et Vénus en Capricorne, donc je pense que c'est un peu mon passion de m'organiser. Ok. Et du coup, c'est un truc que je fais pour que je peux être dans cet état. Ouais. Et avoir rien à penser parce que j'ai déjà fait toute l'organisation. Ouais. Avant. Ok. C'est quoi ton but dans la vie? Ben, justement, déjà d'être bien en soi, du coup, de la transition et certaines chirurgies qu'on n'a pas à en parler, mais ça me. Et aussi avec des administrations, ça m'aide beaucoup. La camionnette qui est chez moi, ça m'aide beaucoup. Et j'ai envie d'avoir mon jardin, habiter dans la montagne à côté de la mer. Ouais. Et c'est un sort de autonomie et de sécurité que j'attends pas avoir par peu importe quel gouvernement ou quelle société et même quelle communauté. Je pense que pour moi c'est très important quand même que je fais ça pour moi-même. Et c'est un sort de but de la vie. Après, ce sera bien sûr de pouvoir profiter un peu. Oui. Et trouver enfin la sécurité et la mentalité de sentir à l'aise dans le monde et dans ma vie. Et si on parle de but, j'avoue que je me sens née féministe et que c'est un truc qui est activement acté et vie dans ma vie et que quand je parle de ces genres de justice sociale et tout, que c'est quand même un truc que je prends sérieusement. Ouais. Je sais pas à quel point c'est un but, mais je pense que c'est quand même un but, ouais. Comment est-ce que tu t'imagines vieille? J'arrive plus à m'imaginer vieille. J'avoue, je peux. J'arrive pas à... Je sais pas, en fait. Je sais plus, mais je pense... Tu dis tu sais plus parce qu'à un moment donné, tu savais? Je pense qu'au moment donné, je me suis imaginé une personne vieille dans le forêt qui a ses poules et son jardin et qui s'occupe bien avec tout ce qu'il faut faire, des récoltes de fruits et des aromatiques et des herbes et des différentes choses et des trocs avec de l'huile d'olive qu'on a fait avec des personnes qui font de sel de Camargue et de riz de Camargue et tout ça. Et je suis sûre que ça va se passer comme ça, mais
En même temps, je peux pas imaginer, par exemple, mon esthétique, à quoi je vais ressembler. Je peux pas imaginer à quoi ça va constituer ma vie sociale ou amicale ou amoureuse ou romantique ou etc. Ou je sais pas trop des détails. Mais je pense qu'en même temps, c'est un truc que peut-être j'ai fait exprès, d'arrêter d'avoir des attentes ou des imaginaires, comment on dit Une projection. Oui, des projections et des attentes. Ouais. Mais j'espère et je pense que je me vois quand même heureuse. Ouais. Je me vois quand même heureuse et je me vois quand même bien entourée. Ouais. Il y a un côté un peu witchy dans ta description. C'est grave witchy. Ouais. C'est clair. Est-ce que tu as des conseils à donner? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir plus tôt dans ta vie, par exemple? Je pense que les conseils que j'ai à donner, c'est bien de prendre soin. De prendre soin, et ça veut dire de être présente. Prendre le temps de considérer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Même si c'est pour faire une tisane. Vraiment être présente et prendre le temps et considérer nos intentions et faire des choses avec intention. Je pense que ça nous aide dans plein de différents aspects. Je pense aussi de vraiment considérer nos actes et nos pensées et de chercher l'honnêteté, d'être une personne honnête et sincère. Honnête et sincère avec soi et en général avec les autres. Je pense que ces choses-là sont très 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 importantes. Et je pense qu'avec les deux, on peut pas mal gérer des choses comme transition, on peut pas mal gérer des choses comme conflit, on peut pas mal gérer des différentes choses. Ouais. Et je pense que c'est ça que j'aimerais bien. Est-ce qu'il y a des moyens de te trouver, te contacter? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Ou est-ce que tu veux mettre un projet en avant, une association? Je pense que j'ai pas vraiment des projets spécifiques que je veux mettre à disponibilité comme ça, mais je pense que ça peut pour moi donner mon réseau social c'est assez personnel quand même, mais que ça serait un point de accès à mes projets artistiques, aussi des projets politiques, et surtout si c'est une personne qui a commencé à me suivre depuis avoir entendu ce podcast, ça peut être aussi un point pour poser des questions ou de demander spécifiquement par rapport à certains projets, par exemple pour les personnes queer ou trans, racisées par exemple. Et du coup, je suis plutôt sur Instagram et c'est You can't find me, I'm not there. Perfect. You can't find me, I'm not there. Tout attaché. Très bien. On le mettra dans les notes aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Nos Voix Trans et que ça vous donnera envie de vous plonger dans nos archives et celles de notre collectif Nouvelle Radio Euphorique qui produit des podcasts éducatifs joyeux et queer sur le site nre.fm. Continuez à m'envoyer vos idées et vos envies, elles sont toutes lues et appréciées. Si vous voulez faire une réponse audio, elle pourrait être diffusée dans un prochain épisode. Mettez des likes, des étoiles et des pouces partout où vous pouvez, dans les algorithmes dystopiques.
Ou mieux encore, parlez-en autour de vous. Tout ça aide à la visibilité et l'acceptation de nos vies, une oreille à la fois. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout ou que personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. Merci d'écouter Nos Voix Trans.